comment représenter la noirceur de l'âme humaine? Par quels moyens l'artiste peut-il transmettre des émotions malsaines tout en gardant une esthétique originale et marquante? Pour répondre à ces questions, il suffirait de demander à Francisco de Goya. Né en 1746 et mort en 1828, Goya est un des peintres et graveurs espagnols les plus impactants de l'histoire de l'art. Inspiré par les œuvres de Diego Velázquez, il devient au fur et à mesure de sa carrière le portraitiste de plusieurs personnalités des hautes cours. Il dépicte d'abord plusieurs scènes de la vie des Espagnols de l'époque, notamment la corrida dont il était un adepte avant de réaliser ses peintures les plus célèbres, des peintures politiques comme Tres de Mayo, des instantanés de la guerre d'indépendance espagnole contre les troupes françaises de Napoléon Bonaparte. Mais il existe des œuvres de Goya plus cachées, mais surtout plus ténébreuses. Ces peintures ont un nom, on les appelle les peintures noires. Elles sont au nombre de 15 et ont toute une particularité, quelque chose qui les discerne des autres tableaux de Goya. En février 1819, le peintre espagnol achète un domaine dans la banlieue de Madrid. Son ancien propriétaire est un certain Pedro Marcelino Blanco, un homme qui a, tout comme Goya, la particularité d'être totalement sourd. Une caractéristique qui a d'ailleurs donné son nom à ce domaine, le Quinta del Sordo, ou autrement, le domaine du sourd. Le peintre y restera 4 ans, de 1819 à 1823, et accomplira une des œuvres majeures de sa carrière. Installé dans le domaine, il se met en tête de repeindre les murs de fresques et de tableaux en tout genre. À la base, nous, public, ne devions même pas y avoir accès, puisque Goya n'avait pas prévu de les exposer. Il les avait à l'origine réalisés uniquement pour lui. C'est seulement en 1874, près de 50 ans après la mort de l'artiste, que les peintures seront exposées, transposées des murs de la maison sur des toiles par le nouveau propriétaire du domaine, Émile d'Erlanger, ainsi qu'avec l'aide de Salvador Martínez Cubels, conservateur du musée du Prado à Madrid. Et depuis, les œuvres tout entières n'ont que très peu voyagé. En 1878, elles sont présentées durant l'exposition universelle de Paris, avant de vite retrouver leur place au Prado, où elles résident encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elles représentent au juste? Et pourquoi en parle-t-on encore de nos jours? Quand Goya les réalise, les 15 pinturas negras, les peintures noires, sont réparties sur les 2 étages dont dispose la demeure et sont toutes plus ou moins sombres. La première chose qui nous vient quand on les observe, c'est l'intense froideur des tableaux et les expressions glaçantes de leurs personnages. Elles créent un sentiment de malaise tant par leur composition que leur esthétique, mais aussi par leur thématique. Elles font en effet partie du mouvement sublime terrible, théorisé vers le milieu du XVIIIe siècle. Un mouvement rempli de mélancolie et présentant des sujets ténébreux et violents. Parce que oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette description correspond bien aux peintures noires de Goya. Sombres, terriblement sombres, fatalement sombres au vu de leur thématique, et même énigmatique, puisque le peintre n'a laissé aucune indication sur ces fameuses peintures noires. Francisco de Goya n'avait pas prévu de les rendre publiques. Tous les noms des tableaux qu'on peut trouver aujourd'hui sont d'ailleurs le fruit d'autres personnes, calqués sur la description pure et simple des œuvres ou bien de ce qu'on a pensé y voir. De même, pour les messages véhiculés, ce n'est que de la spéculation. L'objectif de l'artiste, pour ceux qui les ont étudiés, c'était ici de montrer tous les plus bas aspects de la vie humaine. Valeriano Bozal, grand spécialiste de l'œuvre de Goya, décrit même l'ensemble des réalisations comme une chapelle sixtine laïque où le salut et la beauté ont été remplacés par la lucidité et la conscience de la solitude, de la vieillesse et de la mort. Si on isole chaque partie du tout que forment les peintures noires, on retrouve clairement ce dont parle Bozal. La solitude, d'abord avec le chien, minuscule être dont seule la tête dépasse, transposé dans la partie basse du tableau, perdu dans l'immensité du vide. La vieillesse, ensuite, avec une des œuvres les plus connues de l'artiste, 2 vieillards mangeant de la soupe. Non, tout à fait équivoque pour cet homme édenté, représenté à gauche, aux côtés d'un autre, tellement vieux et défiguré que son visage semble se confondre avec la forme d'un crâne. Enfin, la mort, véritable fil conducteur des derniers travaux de Goya,
qu'on peut voir sur les moires, représentation des parcs, 3 divinités gréco-romaines qui symbolisent la destinée humaine de la naissance au décès. Le peintre réutilise également les sujets de ses propres toiles pour détourner leur sens et les rendre plus terrifiantes. Cette œuvre, par exemple, est intitulée La prairie de Saint-Isidore. Elle a été réalisée en 1788 et décrit un jour de pèlerinage aux abords de la ville de Madrid qu'on peut apercevoir en arrière-plan. Au premier plan, des nobles et hauts personnages de la société semblent s'amuser et prendre du bon temps. Maintenant, regardons ce qu'en a fait Goya pour ses peintures noires. Même procession pour le même saint, mais un ton qui a complètement changé. Le vert des pelouses et le bleu des robes a laissé sa place au gris terne et au noir profond pour dresser le portrait d'une atmosphère lugubre. Pour ce tableau, les nobles, autrefois heureux, sont réduits ici au second et troisième plan, se confondant même avec les rochers en fond. Il laisse ainsi le premier plan aux gens du peuple, chantant ou criant, arborant sur leurs figures des regards fous et désespérés. Enfin, le mystique est aussi bien présent dans ses fresques, avec par exemple le sabbat des sorcières, qui fait fortement penser à l'œuvre du même nom et du même auteur, dévoilée 20 ans plus tôt. À l'exception près que l'esthétique de la peinture noire reste plus sombre et peut-être ainsi plus menaçante. Le bouc, symbole du diable et par conséquent du mal, est réduit à une tache sombre, prenant une grande partie de la toile et attirant notre attention. De plus, sans évoquer les sujets de ses peintures, on a, à la vue de ses réalisations, un sentiment de gêne. L'exemple le plus marquant, c'est le Saturne dévorant un de ses fils. La scène laisse place à un carnage total, mais dépeint surtout un épisode bien connu de la mythologie gréco-romaine. Un jour, le dieu Saturne ou Titan Chronos dans la mythologie grecque, incarnation divine du temps, reçoit une prédiction. Il sera, quoi qu'il arrive, détrôné par une de ses progénitures. Pour éviter cela, Saturne décide alors d'ingurgiter tous ses enfants. Tous, non, sauf dans le cas d'un seul et unique, un dieu majeur, Jupiter, ou Zeus, pour les Grecs, sauvé par sa mère alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Pour duper son mari, elle lui avait offert des pierres entourées de tissus pour faire croire à la présence de l'enfant. Jupiter avait ainsi grandi en cachette et, arrivé à l'âge adulte, avait fait en sorte d'accomplir la prophétie annoncée à son géniteur. Véritable histoire shakespearienne, ce mythe rejoint les thématiques évoquées précédemment dans les peintures noires. Le passage du temps, le titan Chronos dévorant littéralement la jeunesse de son enfant. Ce conte a souvent fait l'objet de peintures diverses dans l'histoire de l'art, et en particulier celle de Pierre-Paul Rubens en 1636-1638, une œuvre qui a sans aucun doute inspiré Goya pour son propre Saturne. La comparaison entre les deux tableaux est d'ailleurs plutôt intéressante. Dans la version de Rubens, Saturne est peint comme un homme en chair et en os, une version plus acceptable pour les yeux que la vision d'effroi créée par son homologue espagnol. Le Saturne de Rubens n'en reste tout de même pas moins glaçant, mais il faut avouer que le regard fou du titan de Goya nous est directement adressé, semblant même inconscient de l'horreur qu'il est en train de commettre. Et à cette horreur s'ajoute une théorie qui a de fortes chances d'être véridique. Plusieurs historiens de l'art pensent qu'à l'endroit où se trouve l'entrejambe du titan, il y avait quelque chose, et non cette espèce de trace noire. En restant plusieurs décennies sans protection, les peintures ont pu être fortement endommagées ou tout simplement modifiées, et ça peut être le cas pour Saturne dévorant un de ses fils. Mais alors, que se cachait-il derrière ce trou noir béant ? Pour beaucoup, il s'agirait du pénis du dieu, un membre non seulement imposant mais en érection, ce qui rajoute sa part de malsain à l'œuvre. À la sauvagerie, l'ambition et la folie viendraient donc s'ajouter l'excitation sexuelle, faisant de ce tableau l'un des plus troublants de l'histoire de l'art. La question à se poser maintenant, c'est bien pourquoi Goya a-t-il réalisé ses œuvres ? Et surtout, pourquoi a-t-il choisi cette esthétique aussi macabre ? Beaucoup pensent que ces thématiques sombres et morbides étaient liées à l'état de santé du peintre. On n'est pas vraiment sûr de quoi il était atteint, mais en 1819, cette maladie avait bien failli lui coûter la vie. Il était également sourd depuis 1792, ce qui a probablement accru son désir de faire de ses travaux des vecteurs d'émotions plus intenses que jamais, au point de se substituer à la parole. Alors, Goya avait-il puisé dans cette souffrance pour peindre ses réalisations les plus viscérales ? Sûrement.
Surtout que l'artiste a glissé quelques sujets personnels dans les peintures noires, et notamment ce portrait intitulé Une Manola, représentant Léocadie Zorrilla, servante et probablement amante du peintre. Néanmoins, la popularité des peintures noires de Goya ne s'arrête pas là. Ses œuvres sont aussi remarquables par leur composition innovante et leur touche avant-gardiste. Plusieurs figures et sujets sont ainsi décentrés du tableau, voire totalement coupés du cadre, comme on peut l'observer sur le pèlerinage à Saint-Isidore ou encore sur Tête dans un paysage. Cette décomposition entre sujet et espace vide est assez rare et surtout hors des canons appropriés de l'art de l'époque. Enfin, comme on l'a évoqué tout au long de cette vidéo, cette série de tableaux a ouvert la voie à de nombreux courants et certains historiens considèrent même les peintures noires comme des précurseurs de l'art moderne qui trouvera ses débuts à la fin du siècle. Goya, c'est les premiers balbutiements du mouvement impressionniste, des Monet, Manet, Morisot, mais aussi ceux des expressionnistes, des Munch, Otto Dix et Bacon.